mémorable. À l'occasion de l'entrée de la Lituanie dans l'Union européenne, le 1er mai 2004, nous réentendrons cette semaine Algirdas Julien Greimas, mort en 1992. Il avait accueilli France Culture chez lui, dans le Perche, en 1988. S'étant défait de la méthode lexicologique, le linguiste français Greimas, promoteur du fameux actant et du signifiant substantivé, envisagera dès les années 50, et de façon de plus en plus fine, la fonction modélisante de la linguistique parmi les sciences humaines. Algirdas Julien Greimas s'entretenait avec Francesca Piolou. Aujourd'hui, premier entretien, la soupe au pistou. Algirdas Julien Greimas, aujourd'hui nous nous voyons à Paris, tout près du Palais Royal, c'est-à-dire que vous êtes un homme qui vit entre deux lieux. Oui, par la force des choses, peut-être, ça m'a été imposé, comme toutes les bonnes choses, par ma femme, évidemment. Mais finalement, j'ai réussi à en tirer profit et à partager ma vie entre activité d'animation et travail. Donc, je travaille à la campagne et je fais semblant de faire quelque chose à Paris. La campagne, c'est le Perche. Comment est-ce que vous avez découvert le Perche? Mais en enseignant la géographie de la France au pensionnat de la Mère de Dieu d'Alexandrie, en Égypte. Oui. J'enseignais tout pour gagner quelques sous. Alors j'ai enseigné la géographie, l'histoire, la littérature, la philosophie, l'histoire de la Chine, la géographie de l'Égypte. Alors, parmi ces choses-là, j'ai trouvé que le Perche, que je ne connaissais pas personnellement, c'était une province française où il y a beaucoup de bois, de collines, que c'est vraiment très beau. Alors j'ai essayé d'enseigner à ces filles du désert, qui avaient des pays charmants. Alors une fois rentré en France, et quand il s'est posé la question de marquer quelque part, je me suis souvenu de mes leçons de géographie. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Ce poste-là vous avait été donné par Barthes. J'ai succédé, c'est-à-dire que c'est lui qui avait été recruté à enseigner le français quand on était lecteurs tous les deux à l'université d'Alexandrie. C'était en quelle année? C'était en 50. Il a donc pensé à moi, disant, si vous vouliez bien enseigner un peu, comme c'était une question de quelques sous de plus, j'ai accepté, puis j'ai ressenti la vocation familiale d'enseignement. J'aimais beaucoup les petites filles, on s'est bien entendu pendant des années. On a du mal, Greimas, à vous imaginer au pensionnat de la Mère de Dieu. Oh, j'étais même très prisé par la Mère supérieure, qui me demandait des conseils sur la manière d'ouvrir le champagne pour la visite du consul général de France, mais aussi pour le nombre de jupons que le pape autorisait à porter. On était vraiment la période du pré-Vatican II, des réformes. Alors, au lieu de 7 jupons, on avait autorisé à n'en porter que 5. Alors, c'était la grande fête du pensionnat. Vous imaginez, dans un pays chaud comme l'Égypte, porter 7 jupes, 7 jupons, c'était quelque chose. C'est vous dire, la cordialité et le respect mutuel qui présidait à nos relations. Et l'intimité. L'intimité, quand même. Non, pas tellement. Non, ça c'était surtout, malgré tout le respect et l'intimité, il y avait toujours une sœur qui me surveillait pendant les cours. Elle était assise au bout de la classe, elle tricotait, mais elle ne me laissait pas une seule minute. J'avais même une salle de professeurs pour moi seul, parce que la salle des professeurs femmes était à côté, mais je ne pouvais pas y entrer. Si on revient à votre vie maintenant, Greimas, cette vie dans le Perche, la campagne, qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a un personnage d'abord très important là-bas qui est le chien.
Ah oui, ça c'est une des raisons de mon séjour dans le Perche, c'est la liberté que je peux accorder, sinon à moi, du moins à mon chien, qui est vraiment très heureux. Et je vis en quelque sorte en m'incarnant en ce chien, et je sens qu'il a de la chance de vivre heureux, libre et aimé. C'est votre idéal de vie, libre, aimé? Non, c'est trop dire, parce que ça, les mots sont dangereux. Je crois qu'on n'est jamais libre. Oui. On cherche à se libérer de quelque chose, mais la liberté, ça, c'est de la fumisterie, ça n'existe pas. Maintenant, le bonheur, là aussi, c'est un concept du XVIIIe siècle. Et les gens ne savent plus ce que c'est que le bonheur. Et ils en parlent comme ça pour les sondages, pour les médias. Mais c'est trop grave pour qu'on puisse parler du bonheur. Mais la campagne, bon, alors si c'est pas un bonheur, c'est un plaisir, puisqu'on peut plus parler du bonheur, c'est un mot du XVIIIe siècle. C'est un plaisir, un double plaisir pour moi. Le plaisir matinal, du brouillard qui s'élève, de la brume fantasmatique qui entoure le pays, parce que c'est un pays très humide. Et puis c'est aussi le bonheur, si vous voulez, puisqu'on parle bonheur des couchers du soleil, qui sont là. J'ai devant moi 3 villages, avec 3 églises et châteaux qui entourent, et ça se cache petit à petit dans l'obscurité. Ce sont des moments de plaisir, de quelque chose, un pressentiment de la communion possible avec autrui, avec le monde. Mais c'est pas du bonheur. On peut rêver. Est-ce que là-bas vous avez le temps de lire beaucoup? Ah non, alors là, je suis catégorique et j'ose même le dire, parce que c'est Roland Barthes qui a eu le courage de dire qu'il est temps pour lire et il est temps pour écrire. Alors moi je ne lis plus, enfin, lui non plus ne lisait plus pendant les 10 dernières années. On n'a plus le temps de lire, ou bien on n'écrira jamais. Alors je passe mon temps plutôt à écrire. Quand je suis bon pour rien, je lis les romans policiers. Ça, c'est pas de la lecture. Vous avez une discipline d'écriture, c'est-à-dire que vous vous obligez, par exemple, chaque jour à la même heure à écrire? Oui, j'essaie de suivre l'enseignement de Lévi-Strauss. Il disait que dans la journée, on ne peut être productif que pendant 3 heures au maximum, c'est-à-dire dans la matinée. Alors j'essaie de me mettre à table au travail à 8 heures. Si j'arrive à faire mes 3 pages jusqu'à 11 heures, c'est très bien. Mais c'est à peu près tout. Ensuite, c'est ce qu'on appelle après le travail comme ça, subalterne, oui, de préparation, des travaux en commun, collectifs. Mais alors le travail, ce qu'on appelle le travail, dans ma génération, c'est quelque chose qu'on est en contact avec le texte immédiat. Labeur dur et forcé. Mais c'est le fait de se surmonter, surmonter les difficultés. Peut-être de temps en temps, une fois par mois, un petit enthousiasme, une petite bouffée de chaleur qui monte du ventre. On a l'impression d'avoir trouvé quelque chose, un petit rien, une petite métaphore, quelque chose qui on a l'impression de coller aux choses. Mais ça, c'est la seule récompense. Cette petite bouffée, vous l'avez eue récemment? La petite métaphore, là? Ouais, hier, vous voyez. Enfin, là, il fallait répondre à la question, à savoir ce que c'est que la sémiotique. Alors, j'ai dit que c'est un accent collectif, mais ça, c'est du jargon. Alors, pour expliquer par une image, j'ai dit, mais c'est un train qui passe
Alors il y a des gens qui prennent le train, montent dans le train, et puis d'autres qui descendent. Alors il y a des individus qui passent dans la machine, dans le train qui est la sémiotique, mais la sémiotique marche toute seule. Enfin, et je ne suis même pas le mécanicien de la locomotive. Alors là, le train, enfin, qui passe, je crois que ça m'a fait plaisir d'avoir trouvé ça spontanément. C'est pas grand-chose, mais vous savez, Einstein a dit que il lui est arrivé d'avoir 2 ou 3 petites idées dans la vie. Alors moi, je prétends pas d'avoir eu des idées, mais des petites comme ça, des petites choses. Et les vaches, tu regardes passer le train alors? Oh, les vaches, ça c'est noble. Quoique, en soi, enfin, depuis la première lecture d'Homère, enfin, la vache, elle n'a jamais paru un animal particulièrement noble. Même la beauté de la vache, vous savez, c'est le genou aux yeux de vache. Ça m'a toujours frappé dès l'âge de 10 ans, peut-être, mes premiers contacts avec Homère. Qu'est-ce que c'est que cette beauté aux yeux de vache? Alors, je suis entouré de vaches là, dans le Perche. Sous mes fenêtres, elles pèsent. Mais ça fait partie du paysage. C'est des insectes. Même si vous ne lisez plus, Grémas, vous n'avez pas toujours une approche du texte qui est une approche de sémioticien. Vous pouvez avoir une approche plus voluptueuse du texte. Ça voudrait dire que ma conception de la sémiotique n'est pas une conception voluptueuse de la lecture. Ah, c'est le cas. Mais après, là aussi, il faut... Je sais pas, il y a 2 approches. Ou bien l'approche voluptueuse, mais du départ, le premier contact. Et puis après, le travail, disons la lecture. Quand vous êtes à la 50e lecture d'un petit texte, enfin, il y a un nouveau plaisir qui réapparaît, une nouvelle volonté de prendre possession du texte, enfin de posséder, parce que je crois que le concept de possession est quelque chose d'important. Et alors là, il y a donc le toucher à la surface, et puis la possession pleine, ou l'illusion de cette possession, qui est une autre volupté. Maupassant, par exemple, vous le possédez? Oh, Maupassant, je ne sais pas. Maupassant, ça remonte à ma prime jeunesse, un peu, en quelque sorte. C'était l'auteur français le plus connu dans le monde entier. En plus, après, là, cette idée de quelque chose qui est plus fort que la mort, enfin, est une idée fascinante. Enfin, maintenant, elle est un peu démodée. Alors, ce n'est pas, Maupassant n'est pas pour moi, enfin, quelque chose qui fascine, mais quelque chose qui est, enfin, un dépassement de l'athée pour retrouver Dieu. Enfin, je ne sais pas comment, vous voyez, ce désespoir de l'athée. Alors, c'est plutôt un contact, disons, cognitif, intellectuel avec Maupassant. Alors, quels sont les écrivains avec lesquels vous avez un autre contact qui vous fascine, avec lesquels vous avez un contact autre que cognitif? Ah, ça, c'est le dernier en date et le plus important, peut-être, c'est Italo Calvino. Il était votre ami? Oui, si, en me regardant du haut ou du bas, s'il peut accepter cet honneur de me considérer comme son ami, après, on l'était. On avait une sympathie naturelle, après, donc, sans parole. C'était un homme de peu de paroles, vous savez, Calvino. Alors, donc, c'est quelqu'un avec qui on se sentait bien sans beaucoup parler. Je crois que c'est ça l'essentiel, après, de ce qu'on pourrait appeler éventuellement l'amitié. C'est quand on est bien sans parler avec quelqu'un. Alors, comme écrivain, évidemment, je crois que ça, c'est un autre aspect. C'est quelqu'un qui a résumé d'une certaine manière toute la problématique de la postmodernité, comme on dit.
parce qu'il y a le résumé, la concentration de tous les styles, de toutes les écritures possibles, et la dérision qui en résulte. Enfin, c'est une bombe qui éclate. Enfin, je fais de la littérature, sur la littérature, ce qui est du mauvais goût, j'ai moins d'excuses. Vous aimez la poésie aussi? Parce que, par exemple, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec certaines traductions de Rilke. Ah oui, évidemment, la traduction est toujours une trahison. Ça, c'est les Italiens qui l'ont trouvé. C'est la création d'une troisième langue, comme disait Fabry. Oui, c'est justement la sémiotique telle que nous la concevons, enfin, qui devrait servir de cette interlingua, enfin, pour rendre la traduction possible. Enfin. Alors, je suis toujours étonné par des traductions qui sont, enfin, des trahisons continuelles, surtout en poésie. Je vois, enfin, Rilke, j'ai pris la traduction, enfin, qui était supervisée par Demont, vous savez, le grand déconstructionniste, oui. Enfin, et c'est là, du premier vers jusqu'au dernier, enfin, tout est trahi, enfin, quelqu'un qui n'a rien compris. Enfin. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux ces traducteurs. Enfin. Alors, la poésie, c'est un problème. Hein. Et Rilke? Rilke, ça, c'est... L'odeur du jasmin. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, la première langue étrangère que j'ai apprise, plus ou moins, c'est l'allemand. Hein. J'avais possédé très bien, mais pour moi, c'est quand même la culture allemande qui était la première. Alors, donc Rilke est lié à ma jeunesse. Enfin, et les amis que j'ai eus, les poètes lituaniens, par exemple, étaient tous, enfin, des poètes de l'ange. Vous voyez cette obsession de l'ange. Voilà, chez Rilke, alors j'en ai rencontré quelques-uns, enfin, qui étaient porteurs de l'ange. Est-ce qu'il vous arrive de lire des poèmes à haute voix, comme ça, pour le plaisir de l'entendre? Est-ce que vous avez un goût comme ça de la parole ou du mot, Grémas? Un peu quand je suis sous, mais enfin... Quand vous êtes sous? Oui. De quelle ivresse? Il y a longtemps que je ne m'étais pas saoulé déjà, enfin, mais quand j'étais jeune, enfin, il y avait même un plaisir tout particulier de se saouler pour réciter la poésie. Enfin, je connaissais des centaines, des milliers de vers par cœur, et on se récitait comme ça. C'était une façon de se saouler, vous voyez. Je crois que c'est la drogue maintenant, peut-être fait la même fonction. Est-ce que vous avez encore maintenant cette ivresse des mots? Est-ce que cela vous arrive? Non, je le garde pour moi. Oui, ça. Qu'est-ce que vous gardez pour vous, les mots ou l'ivresse? Les deux, mais peut-être séparément. Pas au même endroit. Non. Pas au même endroit. Non, je arrive à croire de moins en moins en mots, enfin tout en les aimant. Le mot écrit ou le mot parlé, vous n'aimez pas, par exemple, comme vous êtes un maître, on vous considère comme tel dans les séminaires de sémiotique, prendre la parole. Vous n'avez pas ce goût comme ça, de la parole qu'on prend en public? Ouais. Là, j'ai toujours l'impression d'être un mauvais acteur sur la scène, puisque je n'arrive pas à faire aussi bien qu'un acteur. Alors, et en même temps, quand je parle, je me sens parler, ouais, et jouer un certain rôle, et c'est vraiment très dangereux, et particulièrement désagréable. Je ne sais pas, vous savez, il ne faut pas se cacher. Il y a des petits plaisirs de reconnaissance, enfin, vous voyez, la salle vous écoute, on vous applaudit, tout ça, c'est mesquin et c'est humain. Pas, mais à part ça, ce qui reste, c'est quand même quelque chose de désagréable. Vous avez le trac quelquefois? Ah, toujours, surtout, chaque année, enfin, le premier séminaire, pour moi, c'est... ça, je passe une nuit difficile. Et les premières 5 minutes, je balbutie, je n'arrive pas à faire des phrases. C'est comme dans votre lecture des évangiles?
Ah oui, ça vous me rappelez une histoire où mon curé après m'a demandé de lire les évangiles pendant la messe, et alors j'ai commencé à lire en imitant le style qu'on adoptait pour lire Nietzsche, vous savez, ainsi parla Zarathustra, ainsi parla Zarathustra, et ajouter encore, surtout n'aidez pas les pauvres, mais jetez-les, enfin, etc., avec tout ce style évangélique. Alors j'ai pris conscience d'un seul coup que je faisais de la comédie. Alors stop, et je me suis arrêté au milieu du texte. Après, j'ai dit, monsieur le curé, reprenez votre évangile, je ne peux plus, enfin, ça ne marche pas. Alors, donc depuis, je n'arrive pas à prendre des responsabilités de lecture. Sauf une fois à l'église de Condé. Là, il y a mon voisin est mort, alors j'étais allé à son enterrement, et le curé de nouveau m'a dit, vous allez lire maintenant un texte du cardinal anglais, comment il s'appelle, pas un grand catholique, sur la Weissen, tous les catholiques savent ça. Ah bon, vous êtes mauvais catholique. Alors, j'ai lu ça, et alors, tellement inspiré que mon autre voisin, ensuite, après la cérémonie, m'a dit, vous avez tellement bien lu, comme si vous y croyiez. Alors ça, c'était ma réussite, disons, oratoire. Non, mais peut-être qu'il y avait un peu de sentiment sincère. Voilà pour la période oratoire de Grémas. Si vous n'avez pas tellement le goût du mot, un peu quand même, vous mentez un peu la grimace, hein. Mais est-ce que vous avez le goût de l'image, par exemple? Ah, c'est l'image pour mon plaisir. Hein. Je dirais pas des choses simples, hein. Plutôt peut-être le goût des lignes. Hein. Oui. Des lignes droites, des courbes, enfin, des souvenirs qu'on garde, hein, de la vie, enfin, une certaine courbure, un certain galbe. Enfin, ce sont des sentiments simples liés, disons, à la façon de fabriquer des images. Hein. Et puis, évidemment, il y a, enfin, comme tout le monde, la photo, la peinture, enfin, certaines formes de peinture, mais ça c'est pas original. Enfin, je crois que je partage avec beaucoup de monde. Un peintre, il y a un peintre que vous aimez en particulier? En ce moment, ouais, difficile à dire. Autrefois, quand je parle plutôt de mes jeunes temps, enfin, j'étais amoureux de Matisse, par exemple, à un moment donné. Alors, vous voyez ce que je veux dire par les lignes. Ouais. Et par la courbe, oui. Ouais. Ouais. Ça, je ne sais pas. Le cinéma, par exemple, Grémas. Vous allez au cinéma? Une fois tous les 10 ans. Si vous allez voir Nostalgia, dernièrement, ça fait 2 ans. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Twardowski, enfin, de soviétique. Alors, on m'a dit tellement bien, comme j'aime beaucoup la nostalgie, enfin, alors je suis allé finalement voir, et j'étais assez impressionné par la traduction de Dostoïevski en cinéma, vous voyez, bien que la thématique ne concordait pas du tout, mais enfin, ce monde où on patauge dans la boue, enfin, était quelque chose d'extraordinaire. Oui, autrement, je passe mon temps à la télévision, comme tout le monde. C'est un plaisir, la télévision? Non, c'est un besoin de remplir l'espace d'images et de sonorités quand on ne veut pas rester seul. Je crois que c'est une sorte d'échappatoire. C'est très mauvais, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que quelquefois, un peu trop difficile d'être avec soi. Alors là, mais ça, c'est
je vous raconte des confidences, enfin, qui n'intéressent personne. Si, ça nous intéresse, Grémas. Alors justement, parce qu'il faut qu'on vous trouve derrière les lignes. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie encore? Dans la vie, qu'est-ce que vous aimez encore? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, à part ces paysages, à part, bon, ces colloques où vous prenez la parole, les couleurs, la brume du petit matin, le sourire de Teresa? Oui, à part ça, peut-être la soupe aux poissons. C'est le dernier souvenir agréable. Ah, vous vous moquez de moi, Grémas. Ah non, je suis sérieux, j'ai cherché. Après. C'est la soupe au pistou dont vous faites l'analyse, mais la soupe au poisson, elle n'est pas encore faite? Non, la soupe au pistou, c'est une soupe de papier, vous voyez. C'est parce que la femme d'un collègue, enfin, voulait que je transmette la recette de la soupe au pistou à ma femme. Alors, je l'ai gardée, je l'ai chipée, j'ai vu que c'était quelque chose d'intéressant, enfin, du point de vue narratif, que la recette de cuisine est une histoire, un récit. Enfin, finalement, c'est pas une recette, c'est un récit. Alors, j'ai essayé de l'analyser, enfin, j'ai travaillé, et je suis devenu assez célèbre à cause de cette soupe au pistou, parce que, enfin, c'est pour montrer après qu'on peut faire des choses simples, même avec des instruments, des méthodes compliquées. C'était mémorable. Algirdas Julien Grémas s'entretenait avec Francesca Piolo en 1988. Et réflexions scientifiques ont animé une œuvre dont le pan mythologique est d'ailleurs trop peu connu. Aujourd'hui, deuxième entretien avec Francesca Piolo, l'enseignement du silence ou rêver en latin. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est gourmand de la vie? Oh non, je suis très ascète, au contraire. Je pense du moins, enfin, je me représente comme ça, vous savez ce qu'on est, on ne sait pas très bien ce qu'on est. Je me souviens d'une conversation avec Michel de Certeau, où je lui ai donné une leçon de christianisme, en disant, mais comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la psychanalyse, être prêtre, s'intéresser à la psychanalyse et enseigner la vie comme plaisir, alors que le christianisme, c'est une religion de la souffrance et du salut, non? Alors je dis, est-ce que vous ne pourriez pas quand même équilibrer un peu, enfin, dans ce sens, parce que moi, c'est une religion de la souffrance que je pratique, enfin. Vous avez fait une expérience dans cette idée-là pour suivre de la résurrection, Grémas? Ah non, au contraire, ça c'est une expérience très agréable. Là, ça se rapproche du plaisir. Enfin, j'ai éprouvé un plaisir de mourir. Enfin, vous voyez, c'était quelque chose, pas la mort, le mourir est quelque chose d'agréable, à tel point que, enfin, j'étais donc... la gorge bouchée et tout, après, je ne pouvais pas parler. Alors j'ai demandé un bout de papier à l'infirmière et je lui ai donné le message je veux mourir. Alors évidemment c'était absolument absurde, vous voyez, puisqu'elle ne pouvait pas me faire mourir, mais c'était mon désir profond. Enfin. On glisse dans la mort comme ça, enfin, de manière agréable. Enfin. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout de l'ordre de la souffrance. Non. Enfin, si on peut souhaiter une mort, c'est une mort agréable. Enfin, ouais. C'est l'idée de la mort qui nous fait peur, peut-être, et non pas le mourir. Hein. Pour ce qui est de l'ascétisme, vous avez choisi d'être un ascète ou c'est malgré vous? Ascète ou esthète? Un ascète esthète, un esthète ascète. Les deux. Vous savez, je crois que les choses sont simples. Enfin, c'est une question de génération, peut-être. Enfin. Je voulais dire par là que j'appartiens à cette génération qui a vécu difficilement. Hein. Il s'agissait de traverser la guerre
des occupations, des libérations, des libérateurs qui vous libèrent pour vous occuper. Et puis après les années de presque famine, enfin, c'est mon thème finalement quand je me regarde, c'est vivre difficilement. Enfin, je ne dirais pas dangereusement, mais difficilement. Et là, tenir cet enseignement que j'ai reçu comme jeune étudiant, enfin, même si tu es couché par terre, enseignait-on, enfin, si tu es sous, enfin, comme un ivrogne, enfin, il faut absolument que tu gardes la tête au moins de 5 centimètres au-dessus du sol. Enfin, tenir la tête, disons, enfin, au-dessus de l'eau, enfin, vous voyez, c'est ça, disons, l'ambition de la vie, enfin, vous voyez. Alors, évidemment, cette génération qu'on appelle la consommation ou de l'insignifiance ne peut pas comprendre ça, enfin, et ne peut pas comprendre ce que peut être une valeur pour l'individu, pour soi-même, enfin, une sorte de distance et la nécessité de combler cette distance par rapport à quelque chose qui vous dépasse. Enfin, alors, mais ça, c'était un trait commun, je ne dis pas de beaucoup de gens, mais après de cette génération, de ce qu'on appelle les intellectuels, autre chose, après, le dépassement, l'autodépassement, mais tout ça, ça a des paroles en l'air maintenant, après, alors, donc c'est difficile d'en parler. C'est-à-dire, pour avoir la tête hors de l'eau, il faut savoir serrer les mâchoires, souvent. Ce qui constitue, après, peut-être la chose la moins intéressante, après, de la vie de l'individu. Voilà. Peut-être où on passe le plus de temps en se serrant les dents, mais finalement dont il ne reste rien de signifiant, de significatif. Il pourrait rester une certaine dureté, une certaine manière de s'être endurci ou d'être dur, oui, c'est-à-dire peu accessible aux sentiments. Je ne sais pas. Après, là, peut-être que je suis exigeant pour moi-même, d'où une certaine écriture difficile à comprendre, c'est-à-dire parce que je cherche toujours à mettre le plus de choses dans une phrase, enfin, dans mon jargon, enfin, s'entend. Mais aussi, il y a aussi une sorte d'exigence par rapport aux autres. Enfin, j'exige des choses des autres. Alors, ce qu'on appelle l'esprit de chapelle ou autre chose, vous voyez, c'est-à-dire les gens que j'aime et qui restent autour de moi, enfin, correspondent à certaines exigences, vous voyez. Après, j'ai pensé toujours que la recherche, c'est une exigence morale, en même temps. Évidemment, on réussit plus ou moins bien, mais enfin, là, les gens qui quittent le train, enfin, et d'autres qui montent, enfin, le tout, c'est d'avoir l'ambition pour les autres, enfin, et pour soi-même. Enfin. C'est pas innocent quand même, Grémas, que vous utilisiez des images comme ça, des métaphores qui ont trait au voyage, pour vous? Vous savez, dans la carrière universitaire, il y a une partie de la vie, enfin, où on passe à assister au colloque, enfin, à ce qu'on appelle le jet set society. Alors ensuite, on commence à aller dans les autres universités pour faire une conférence seulement. Ensuite, on va ouvrir les congrès. Et c'est la carrière, disons, du point de vue sémiotique, vous voyez. Peu importe le contenu, enfin, chacun fait ce parcours. Alors, est-ce que ça rime à quelque chose ou non? Je crois que j'ai passé plus ou moins déjà l'époque des voyages. C'est peut-être l'époque des interviews. C'est l'anti-rigueur, en quelque sorte, et l'ouverture. Non, je parlais du voyage, Grémas, parce que quand même, vous êtes né dans un pays qu'on connaît, enfin, dont on parle actuellement, quand même. Vous êtes né en Lituanie. Ah non. Non. Oh, je suis né en Russie. En Russie. C'est-à-dire, je suis né déjà des parents réfugiés. Alors, donc, j'étais destiné à être voyageur réfugié. Enfin, dans ma vie, je suis né de l'autre côté de Moscou, même, enfin, dans la ville
qui s'est illustré par les samovars et par Tolstoï. Et ensuite, à l'âge d'1 an, j'ai été ramené à Lituanie après la révolution, la grande révolution russe. C'est vrai que ce premier voyage n'a pas été coûteux pour moi. Alors j'ai commencé ma vie en Lituanie, en effet. Les histoires qu'on vous a racontées, c'était des histoires de révolution? Oui, c'est la révolution de février que mon père aimait raconter et qui m'a rappelé étrangement le mai 68 à Paris. C'est-à-dire vraiment un sentiment de libération, une sorte de détente, de joie de vivre collectif. Personnellement, on est plus ou moins heureux, mais on sent que tout est possible, il y a une ouverture sur le monde. Alors, c'était le février 17 et mai 68, et c'est comme ça me donne l'idée de ce que pourrait être cette libération de l'humanité, mais malheureusement, ça ne dure qu'un moment. Ensuite, alors, la deuxième révolution, qui n'était pas une révolution, qui était un coup d'État bolchevique, ça c'était autre chose, déjà bien organisé, orchestré, c'était la fin de la révolution. Alors donc, j'ai été élevé dans la Lituanie qu'on appelle bourgeoise. C'est-à-dire une Lituanie bourgeoise, mais il n'y avait pas de bourgeois, il n'y avait que des paysans. Mais après, selon les étiquettes de l'époque, c'était bourgeois. Et alors, votre père, Grémas, c'est très important pour vous? C'est lui qui vous a inculqué ces valeurs, par exemple, dont vous parlez, ce sens du dépassement? Peut-être, mais c'est un enseignement du silence. J'ai eu un père silencieux. J'ai appris à faire des promenades dans la forêt à deux, mais pendant des heures, mais sans prononcer un mot, vous voyez. Et je crois que ça, c'est un grand enseignement, donc de pouvoir être à deux et sans avoir rien à se dire, et du même coup à communiquer. Ça, c'est un effet. Ensuite, évidemment, c'est l'image de sa mort qui me hante continuellement. Il a été comme bourgeois déporté dans un camp près du pôle Nord et il n'a tenu que 3 mois en vie, moins 40 de gel. Et alors, ce que ma sœur m'a raconté ensuite, par ceux qui ont survécu, c'est que ses amis lui ont enlevé le dernier pantalon pour l'enterrer dans la terre gelée, absolument. Et c'est ça qui est la dernière image de mon père. Alors, tout ça, c'est des souvenirs dont il est difficile de parler. Bien sûr. Et la Lituanie, les paysages lituaniens, Grémas, il vous reste quelque chose? Oui, ça, j'avais même l'intention de devenir riche et d'avoir une maison de campagne sur les bords du Niémen. C'est un pays un peu comparable au Perche, avec des forêts et des collines boisées et des fleuves qui tournent, font des tours et des détours. C'est très sympathique. Mais votre manière de revenir à la Lituanie, c'est de travailler sur les mythes lituaniens. Mais ça remonte à mon enfance, disons. C'est parce que mon père, il était professeur du lycée. On a l'enseignement dans le sang. Il avait cette idée, pour laquelle je suis reconnaissant, d'envoyer chaque été, de m'envoyer à la campagne, pour vivre la vie d'un petit paysan, avec tous les travaux que ça impliquait, de conduire les charrettes, amener les chevaux pour la nuit dans la forêt, de faire les travaux de labour. On a commencé par garder les cochons, ensuite on a monté en grade pour les vaches et tout. Alors j'ai vécu donc
cette vie qui est la vie de campagne, par procuration un peu indirectement, mais avec tout ce qu'il y avait encore de mythique, des fées, des diables, des feux follets, tout cela est vivant pour moi. Alors, donc, quand j'ai utilisé ensuite les matériaux du folklore, c'est devenu, pour moi, une sorte, une mythologie, vous voyez, une sorte de religiosité de la vie communautaire, une sorte de croyance commune. C'est les brumes du matin, vous voyez. Alors, à partir de cela, il a fallu que je rencontre des gens comme Dumézil pour pouvoir m'intéresser, disons, scientifiquement, si on peut dire, à ce phénomène et chercher, disons, à réaliser ce que j'avais promis à Benveniste et à Dumézil, c'est-à-dire de décrire la mythologie lituanienne, parce que comme c'est un peuple indo-européen, alors la mythologie est comparable à la mythologie grecque, romaine, irlandaise, pour constituer, cette mythologie comparée des peuples indo-européens, vous voyez. Alors c'est ma petite pierre, ma petite contribution dessus. Mais à cela, je suis donc reconnaissant à mon père, vous voyez, mon enfance, pratiquement, que j'étais le seul témoin possible pour pouvoir faire ça. Des dieux et des hommes, c'est une sorte d'hommage rendu au père, et puis via Dumézil. Absolument, oui. À Dumézil, qui m'a servi de modèle d'un honnête homme, d'un savant à la fois extrêmement rigoureux et extrêmement bienveillant, réservé, modeste. C'est comme ça que j'aurais aimé être. On n'arrive pas à être ce qu'on veut, mais on se crée des modèles dans la vie. Alors Dumézil était quelqu'un de cela. Alors il a passé, je crois, 2 mois à Ankara, quand j'étais professeur à Ankara. Alors nous voyons peut-être pratiquement tous les jours. Alors là, c'est l'esprit de Dumézil, qui me fait, donne une autre image de Gréma, si vous voulez, parce que j'ai toujours voulu faire des choses simples, et j'ai fait des choses compliquées, toujours en voulant faire des choses simples. Alors, la mythologie, c'est peut-être un petit essai de m'échapper de moi-même et de raconter des histoires. Quand est-ce que vous avez quitté la Lituanie pour d'autres pays, et quel pays, Grémas? Ah, ça c'est grâce à Hitler, La Lituanie était plutôt culturellement sous l'influence allemande, non? La première langue d'enseignement, la première langue étrangère, c'était l'allemand. Et puis Hitler est arrivé au pouvoir, il a voulu qu'on lui obéisse. Alors, la petite Lituanie n'a pas voulu, alors Hitler a proclamé le blocus et n'acceptait plus les cochons lituaniens, ni les oies lituaniennes, et alors il fallait faire quelque chose, et alors on s'est tourné donc vers la France, et du même coup les gymnases allemands ont été transformés en lycées de type français. Et alors seulement, il n'y avait pas assez de professeurs pour enseigner le français. Alors on a expédié en un seul automne, 400 types qu'on a ramassés dans la rue, plus ou moins, parce que j'étais étudiant en droit, pour aller apprendre le français. Comme ça, je me suis retrouvé à Grenoble, vous voyez, grâce à Hitler. La France, c'était quelque chose comme la culture en général, vous voyez. La culture occidentale européenne, c'était ça, une référence constante, vous voyez, la façon d'être humain, vous voyez. Donc il n'y avait pas de contradiction pour nous d'aimer Rilke et de rêver la France, vous voyez. C'est cette culture française qui vous a permis finalement de ne pas vous vivre trop comme un exilé? Oh, pas... Vous vous sentez vraiment comme un exilé? Vous êtes vécu non, mais ce n'est pas parce que je suis en France, parce que je suis un peu métèque. Non, au contraire, pendant mon séjour à l'hôpital,
j'ai été même favorisé du fait d'être un métèque, enfin, parce que le Nouvel Observateur avait publié un numéro spécial à l'époque, vous voyez, c'est métèques qui apportent quelque chose à la France. Alors il y avait à côté du montant, il y avait mon nom aussi. Alors quand les infirmières ont lu ça, j'étais choyé, aimé, vous voyez. Ça, être métèque en France, maintenant, c'est un privilège. Donc, de ce point de vue, j'ai jamais été gêné, non. La difficulté, c'est la difficulté qui est la solitude elle-même, enfin, c'est-à-dire je crois que c'est le prix qu'on doit payer, enfin, c'est le prix de la sagesse, enfin, en quelque sorte, non? Il y a aussi le problème de la langue. Passage d'une langue à l'autre. La langue, oui, c'est-à-dire que... L'italien, l'allemand, et puis passer au français. Ah non, c'est pas du tout. Je suis schizophrène, parfait. Enfin, donc, je vis dans deux langues, mais qui ne se rejoignent pas. Enfin, vous voyez, il y a une partie de ma vie se passe en français et une autre partie en lituanien. Mais ce sont deux archipels qui ne se touchent pas. Enfin, vous rêvez en français ou en lituanien, Grémaz? En latin. Non, c'est ce que j'ai été accusé autrefois par ma femme, elle m'a réveillé en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rêves en latin. Alors, comme autrefois, vous savez, le latin, on apprenait chaque jour, enfin, divers, enfin, par cœur. Alors donc, ça me fait un bagage de vers latin oublié, mais qui revient dans le sommeil, enfin. Tout Virgile, enfin, Horace et tout, enfin, vous voyez. Donc, je ne sais pas, je ne rêve pas, en général. Je n'arrive pas à rêver. Je suppose que je suis tellement bloqué, enfin, pour l'éternité, incurable psychanalytiquement. Enfin. Vous vous étonnez après du fait que les analystes viennent vous trouver pour que vous parliez du silence? Oui, ça m'étonne un peu, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens d'approche, de méthode pour comprendre le silence, parce qu'ils pratiquent le silence, surtout les lacaniens, n'est-ce pas? Mais pour faire parler les autres. Là, alors, ils se posent la question, comment interpréter le silence des gens qui doivent parler? Oui, c'est-à-dire ce qui est du non-dit, finalement, c'est ce qu'ils cherchent. Ou prétendent chercher. Alors vous avez des clés sur le non-dit? Je ferai du sentiment. Vous savez, le dernier non-dit, je crois que c'est assez bizarrement, c'est les choses les plus simples. Ouais. Quand on reste 3 ans sur un petit texte, enfin, quand on cherche à voir qu'est-ce qu'il y a le non-dit dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a en profondeur, on arrive à trouver les choses les plus simples, les plus banales. C'est-à-dire que la banalité et la profondeur, c'est la même chose. Hein. Je préfère la banalité non dite à la banalité dite, c'est tout ça. Hein. Dans votre mythologie personnelle, Grémaz, il y a 2 paysages dont on n'a pas parlé, c'est Alexandrie et Ankara. Et après la guerre, j'avais soutenu ma thèse de doctorat à la Sorbonne et j'attendais un poste quelque part. On m'avait promis un poste à Yale pour être un professeur d'ancien français. Parce que ça, c'est mon dada, ma petite attraction, c'est l'ancien français et la civilisation médiévale, n'est-ce pas? Non, le poste m'attendait seulement. Après des années, disons, de presque famine, ma femme était tombée malade, après une anémie pernicieuse, après que je ne pouvais plus attendre les 6 mois qu'il fallait. Alors, j'ai accepté le premier poste, mal payé, à Alexandrie. On a fait les bagages et on est parti comme ça, en attendant mieux. C'était en 50. En 50, oui. Alors, donc... Et puis, on s'est éternisé. Combien de temps? 8 ans, tout plein. Parce que, vous savez, j'avais une préparation philologique. J'ai pensé que, comme il y a une bibliothèque à Alexandrie, on va pouvoir travailler. Je vais faire
renverser des montagnes, mais arrivé une fois, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de bibliothèque, qu'il n'y avait pas de livres. Alors, donc, c'est là, finalement, mes années d'apprentissage, en quelque sorte. Après la thèse, vous voyez, que j'ai commencé à apprendre certaines choses. Quoi, par exemple, Grémas? À réfléchir sur la façon dont il faut réfléchir. Alors, c'est-à-dire, comme il n'y avait pas de livre, alors, on avait constitué une sorte de club autour d'une bouteille de whisky. Il y avait un médecin, un docteur Salama, ami de Mendes France et d'Edgar Faure, enfin, qui était là, qui disait, mais on se réunit, on cause, enfin. Alors, il y avait des linguistes, des sociologues, des philosophes, enfin, un peu, personne n'avait de livre. Alors, donc, on cherchait quelque chose en commun, alors qu'on appelait du mot épistémologie. Maintenant, c'est très à la mode, mais on se moquait de nous. Comment est-ce qu'on peut parler d'épistémologie? Qu'est-ce que c'est que cet animal, hein? Alors, donc, c'est la méthode de pensée, finalement, qui était un jeu pendant 6 bonnes années, hein? On s'est gargarisé de mots, si vous voulez, mais Alexandrie était quand même une sorte de bord de plaine, comme on disait, hein? Mais finalement, a posteriori, ça paraît comme des années heureuses. Vous aviez fondé une revue avec Barthes. On a essayé de faire plusieurs revues seulement. Enfin, vous savez, on était inconnus, personne ne voulait de nous et on ne savait pas très bien ce qu'on voulait faire encore. C'était avant le structuralisme. Hein. Ensuite, la revue qu'on a fondée, c'est la revue Langage au pluriel. Hein. Mais ça a été accaparé ensuite par les Chomskyiens, etc. Ça a perdu son sens. Vous vous souvenez de la réflexion de Barthes à propos de l'argent? C'était lié à la revue? C'était lié à la revue, mais aussi, enfin, disons, à une certaine philosophie de la vie de Barthes, enfin, qui a eu une vie très pauvre, enfin, une vie difficile, comme moi, enfin, c'est ce qui nous a reliés peut-être, enfin. C'est que les sous, ça comptait, enfin. L'idée est que les savants, les scientifiques, les intellectuels doivent travailler gratis, non? Parce que les idées sont nobles, non? Alors, lui, en fait, lors de la première réunion du comité, on était 5, après, il a dit, les relations d'argent sont les seules relations saines. Hein? Ça, on sait à quoi s'en tenir, tandis que quand on travaille sur le sentiment, sur la fidélité, sur le dévouement, tout ça, c'est très bien, mais on sait pourvu que ça dure. Mais ça, c'est mon côté lituanien, vous voyez. De ce côté-ci, je suis un grand sentimental. Par exemple, quand on parle de l'amitié, enfin, en France, on distribue les chers amis à tout le monde, non? Tandis que dans la conception lituanienne, c'est l'amitié à la manière dont elle était pratiquée en France au XVIe siècle. Hein? Et Ankara? C'est quelque chose de grand. Hein, parce que Alexandrie, c'était une ville française, vous voyez, c'était pas une ville de la dimension de Bordeaux, 300 000 habitants parlant français, après, et puis autour, il y avait ces gens-là, c'est-à-dire les indigènes, hein, dans la banlieue. On avait un certain mépris. On n'avait pas de mépris, puisque j'ai été, pendant l'expédition du canal de Suez, j'ai été sollicité par Nasser de rester, au lieu d'être expulsé, enfin, comme non-impérialiste. Alors, ouais, donc, j'étais pas tellement colonialiste, mais c'était une autre atmosphère, enfin, désagréable. Hein. Alors, tandis que la Turquie, c'était, à condition de ne pas parler d'arménien, hein, on pouvait vivre très bien. Il y avait des professeurs à l'université qui travaillaient, vous savez. Enfin, qui faisaient leur boulot, qui écrivaient même des livres, vous savez, peut-être pas tous, mais enfin, disons 30%. Hein. Alors qu'en Égypte, vous voyez, mes collègues égyptiens n'ont jamais pu comprendre pourquoi est-ce que je travaillais, puisque j'étais déjà docteur. Hein. Alors la Turquie, c'était bien. J'ai appris la logique symbolique en Turquie, vous voyez. Il y avait un professeur, un collègue kurde, hein. Très bien. Après, il pesait 120 kilos, mais il avait été assistant de Reichenbach. C'est
réfugiés allemands qui avaient enseigné à l'université d'Istanbul. Après, l'université d'Istanbul, pendant la guerre, c'était quelque chose d'énorme. Tous les Allemands, les meilleurs, étaient accueillis par Atatürk, et on leur a dit, mais faites ce que vous voulez. J'ai gardé des relations, jusqu'à présent, avec des gens qui sont des personnes de qualité. Les auteurs préférés parmi les amis turcs sont des gens comme Pascal, Bernanos. J'ai été étonné de voir dans une arrière-fond musulman de trouver des affinités avec un certain type, un certain penchant de culture française. C'était mémorable. Algirdas Julien Grémas s'entretenait avec Francesca Piolou.